Flash info spécial. En ce 12 mai 1973, revenons sur l'affaire du mystérieux envahisseur indestructible de Dallas. Nous avons un reporter sur place. Thomas, pouvez-vous nous en dire plus sur cette mousse extraterrestre? Oui, je suis à Dallas, devant la maison de Mary Harris, la principale victime de cette affaire. Je vous rappelle les faits. Il y a quelques semaines, elle a découvert au fond de son jardin une étrange créature jaune pâle et visqueuse. Au début, elle ne s'inquiète pas, pensant qu'il s'agit d'un simple champignon. Mais au fil des semaines qui ont suivi, l'étrange créature a grandi de manière inquiétante et disproportionnée. C'est alors que Mary Harris tente d'en venir à bout à coups de râteau et de désherbant. Mais rien n'y fait. C'est alors que la police est mêlée à l'affaire. Elle va tirer sur l'étrange envahisseur à maintes reprises à coups de canon à eau et de fusil. Mais toujours rien. Merci en tout cas pour ces informations très intéressantes. Y a-t-il du nouveau sur cette affaire? Et oui, en effet, coup de théâtre sur cette affaire ce matin. Plus aucune trace du mystérieux envahisseur, il a disparu, laissant la police désemparée. Je vous rappelle qu'à ce stade, l'origine de cette mousse n'est pas connue et que l'hypothèse d'une invasion extraterrestre n'est pas à exclure. Si vous avez des informations concernant cette affaire, ou si simplement vous apercevez le mystérieux nuisible, veuillez contacter les autorités au plus vite. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je crois savoir ce que c'est. C'est un blob. Un quoi? Un blob, un Physarum polycephalum. Attends, je vais te montrer. Ouais. Je dois avoir un livre à ce sujet. C'est un unicellulaire incroyable. Un être vivant qui n'a qu'une seule cellule. Ça a quand même l'air intéressant, quand même. Je pense que je vais me renseigner à son sujet. Et moi, je vais essayer de m'en procurer un. Le blob est un être vivant extraordinaire. Il n'est étudié par les scientifiques que depuis peu, mais il les fascine. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Bah attends, j'ai contacté une biologiste, Mylène Durand, et elle m'a dit que si je veux trouver du blob, faut que j'aille en forêt. Bon alors moi j'y vais. Mais attends, ça sert à rien, j'ai déjà acheté un blob. Mais c'est bizarre. Mon blob, il est tout sec et ratatiné. Eh oui Gilles, ton blob, il dort. Comme les scientifiques le disent, il est sous forme de sclérote. Quand les conditions extérieures ne permettent plus au blob de se développer, il rentre en dormance. C'est le cas quand il fait trop chaud ou trop sec par exemple. Donc ton blob, il suffit de lui mettre un peu d'eau pour qu'il se réveille. Ah. Et là, il va pouvoir grandir? Oui, enfin, il faut encore le nourrir. Dépose quelques grains d'avoine autour de lui. Et maintenant, il peut grandir. Ok, mais bon, il grandit pas très vite là. Bah oui Gilles, sois un peu patient. Mais surveille-le quand même, parce que le blob n'a pas vraiment de limite. Quand il est bien nourri, il peut doubler de taille chaque jour. Mais quand il est affamé, c'est encore pire. Il peut s'étendre et atteindre des tailles astronomiques. Le plus grand blob de l'histoire jamais observé s'étendait sur une surface de plus de 1 km², ce qui est juste gigantesque et qui fait de lui l'être unicellulaire le plus grand sur Terre. Bon, si Martino en trouve un aussi grand, il ne pourra pas le rater. Mais bon, bien souvent, il ne mesure qu'une dizaine de centimètres carrés. Mais d'ailleurs, Martino, où il en est? Je suis dans une forêt du canton de Vaud en Suisse et ici j'ai beaucoup de chance de trouver du blob car il est présent un peu partout sur Terre ou presque. Mais le mot blob n'est pas réellement un terme scientifique. C'est simplement un surnom utilisé par les scientifiques pour désigner plusieurs centaines de myxomycètes, dont le plus connu est le Physarum polycephalum. Bon, essayons de comprendre. Le blob est composé d'une seule cellule contenant plusieurs noyaux. Cela fait de lui un eucaryote, comme le sont les champignons, les animaux, ainsi que les végétaux. Le blob a été pendant longtemps catégorisé dans le règne des champignons. Mais depuis peu, l'étude de sa génétique et de ses caractéristiques a démontré qu'il était bien différent de ces derniers.
Il a donc été finalement classé dans le groupe des myxomycètes. Cette classe regroupe les unicellulaires multinucléés qui, lors de leur reproduction, passent par une étape de sporulation. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le blob se déplace comme un animal, génère des pigments comme les plantes et se reproduit comme les champignons? Cela montre bien à quel point il est difficile de le classer. Alors, le blob se développe partout sur Terre et est présent dans la plupart des forêts. En fait, il suffit d'avoir un milieu humide, ombragé et à une température ambiante pour qu'il puisse se développer. Il préfère donc des températures aux alentours des 20 degrés, mais il parvient à survivre dans des températures beaucoup plus extrêmes. Regardez donc cette souche, elle pourrait être un habitat idéal pour le blob. Bon, si tu en trouves un, sois prudent, c'est peut-être dangereux. Oh, j'espère pas. En parlant de ça, je me demande bien ce que le blob peut manger et surtout comment il fait vu qu'il n'a pas de bouche. Attends, j'ai contacté une spécialiste, elle va sûrement pouvoir nous le dire. Salut Mylène, je me demandais, comment est-ce qu'il fait pour manger le blob vu qu'il n'a pas de bouche? Là, il fait comme une cellule en général, en fait, puisque c'en est c'est un unicellulaire. Il va faire de la phagocytose. Quand la bactérie, par exemple, est capturée, il va libérer des enzymes dans cette espèce de petite poche, petite vacuole, en fait, digestive. Et les enzymes vont digérer la bactérie, et puis ensuite, il va recracher les déchets. Alors le blob mange par un phénomène de phagocytose. C'est un phénomène très particulier que l'on retrouve aussi chez les cellules immunitaires humaines, car c'est par ce moyen qu'elles détruisent certaines bactéries nuisibles pour notre corps. Le blob, lui, utilise principalement la phagocytose pour se nourrir. Chez l'homme, c'est l'appareil digestif qui permet d'ingérer et de digérer les aliments. Avec la digestion, on extrait des aliments les nutriments, la partie utile des aliments pour notre corps. Puis ces nutriments passent dans le sang et sont assimilés par nos cellules. Avec la phagocytose, c'est différent, c'est la cellule qui ingère et digère directement les aliments. C'est assez logique pour le blob, étant donné qu'il n'a qu'une seule cellule, il ne pourrait pas vraiment faire autrement. La phagocytose fonctionne avec plusieurs étapes. Tout d'abord, le blob forme au bout de son plasmode des extensions que l'on appelle pseudopodes. Avec ces pseudopodes, il recouvre et entoure entièrement l'aliment qu'il souhaite ingérer. Les particules alimentaires rentrent à l'intérieur de la cellule et sont entourées d'une membrane qu'on appelle vacuole alimentaire ou phagosome. Ce phagosome, le petit sac qui contient l'aliment, va permettre de transporter l'aliment à travers la cellule. Puis l'aliment est digéré dans les lysosomes. Ce sont des enzymes qui s'attaquent à l'aliment et le digèrent, ce qui permet de libérer les nutriments. Ces nutriments sont donc relâchés dans la cellule pour être assimilés et en tirer de l'énergie. La partie de l'aliment qui n'est pas utilisée est rejetée et expulsée à l'extérieur de la cellule. Et le blob, quels sont ses points faibles? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fuit à tout prix? Le blob apprécie d'être dans des endroits humides, puisqu'il est constitué quasiment que d'eau, donc il a vraiment, il est fragile, il est sujet à la dessiccation, donc il a vraiment besoin de rester dans des milieux humides. Donc humidité, éviter la lumière, évidemment. Alors après, attention, c'est pas ultime, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il n'apprécie pas beaucoup la lumière, mais il la tolère dans une certaine mesure. Tout simplement aussi la température, comme beaucoup d'individus, il a des préférences. Alors ça dépend des espèces. Donc Physarum, lui, il aime autour de 25 degrés. Et est-ce que le blob a des prédateurs? Oui, le blob a des prédateurs. Après, il n'est pas régulé uniquement par les prédateurs. Il est surtout régulé, je pense, par sa capacité à trouver de la nourriture, tout simplement. Parce que pour grossir, faut manger, et l'environnement n'est pas riche en permanence de nourriture. Le blob, il est prédaté par des limaces, par certains coléoptères, donc il a quand même quelques prédateurs. Des limaces qui mangent des spores de blob en formation. Donc tu as les spores qui sont en train de se former, vous l'avez peut-être déjà vu, et la limace elle passe et elle engloutit tout one shot. Merci Mylène. Eh ben dis donc, il ne doit pas être bien rapide s'il n'arrive pas à échapper à une limace. Le blob ne se déplace que de 1 à 4 cm par heure. Et encore, il n'atteint sa vitesse de pointe que lorsqu'il est affamé. Et d'ailleurs, le blob se déplace d'une manière un peu particulière. En effet, il n'a pas de pattes, de pieds, d'ailes ou de nageoires, mais des pseudopodes. Le blob est constitué d'un grand réseau veineux dans tout son corps, et ces pseudopodes sont en quelque sorte le prolongement de ces veines. Dans ces sortes de veines coule un liquide jaune et visqueux que l'on appelle le cytoplasme. Le cytoplasme permet aux nutriments et à l'oxygène de circuler à travers la cellule. Ces veines sont compressées et décompressées par un cortex d'actomyosine composé de filaments d'actine. Bref, un nom un peu barbare pour une sorte de muscle qui coordonne les contractions des veines. La veine est donc compressée, ce qui déplace le liquide et induit un courant dans le blob.
La particularité de ce courant, c'est qu'il s'inverse de sens toutes les 2 minutes. Mais alors, comment le blob fait-il pour avancer? En fait, le courant est toujours plus fort et plus intense dans un sens que dans l'autre. Le liquide finit donc par s'accumuler d'un côté du blob, ce qui lui permet de s'étendre et de s'allonger. En plus, le blob est capable de former de nouvelles veines et de reformer son réseau à volonté pour s'adapter à ses besoins. Par exemple, le blob peut abandonner certaines veines d'un côté qui ne lui servent plus et renforcer son réseau vers la nourriture. C'est bon Gilles, je suis au labo. D'ailleurs, on peut observer ce phénomène grâce au microscope. Attends, regarde. Oh, c'est magnifique. Oh, on voit ici le déplacement en fait du cytoplasme dans toutes ces veines. Et puis ici, si je déplace juste mon échantillon un peu sur la gauche, hop, ah voilà, on voit parfaitement les contractions et décontractions. Ah, c'est magnifique. De plus, le blob est capable de remodeler son réseau veineux à volonté. Ce dernier est parfaitement hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il y a des veines plus importantes ou plus grosses que d'autres. Une fois que le blob a exploré tout son environnement, il va commencer à optimiser son réseau veineux en ne gardant que les veines principales qui lui permettent de faire la liaison entre les sources de nourriture qu'il a découvertes. Donc par exemple, si dans une certaine zone il n'y a pas de nourriture ou si simplement elle est trop hostile à son développement, le blob va la délaisser pour au contraire favoriser une zone plus propice à son développement dans laquelle son réseau veineux va pouvoir grandir. Une expérience particulièrement intéressante a d'ailleurs été réalisée à ce sujet par le japonais Toshiyuki Nakagaki il y a quelques années. Cette expérience lui a d'ailleurs valu un prix Ig Nobel, un prix prestigieux qui récompense les meilleures études et recherches farfelues. Il a déposé un blob sur une carte de Tokyo et sur chaque gare, il a déposé un grain d'avoine dont raffole le blob. When I was a graduate student, I used to cultivate slime molds by feeding with oatmeal, so oats flakes, every day. Okay, and every day I saw slime mold veins, so developing among the oatmeal scattered in the culture. We used to see the vein network between them. So every day I saw these shapes of the network. But one day, so I suddenly thought that there might be some physiological meaning to vein network between oatmeal. So I intentionally placed the oatmeal at a specific pattern of position all over the place. Okay. So while I did this for several months, I realized that the network connecting the many food locations and the food pellet, the oats flakes, so looked like a transportation network connecting the city. So then, at that landscape, mimicked by light illumination and the plastic films, the surface of the plastic film is dry. Okay, the organism try to avoid this dry surface. Okay, so for the lakes and oceans, we sometimes place these plastic films, kind of things. So the organism also try to avoid this light illumination. So because they have some toxic effect on the slime molds. Okay. Then we place some oats flakes here and there, and we inoculate some portion of the slime molds at some place. Then we look at the rear part of the organism, and only limited number of small veins and the capillary can survive and become thicker to connect the food locations. Le blob a d'abord exploré la carte avant de remodeler son réseau pour l'optimiser et relier les différents grains d'avoine de manière optimale. Il s'est révélé meilleur que les humains pour cette tâche. En effet, son réseau était plus résilient que l'actuel réseau ferroviaire. C'est-à-dire qu'en cas de chemin coupé entre deux points, le réseau du blob était meilleur et pouvait toujours fournir un chemin rapide alternatif. Mais le blob n'est pas seulement capable de remodeler son réseau veineux. Si vous rapprochez deux blobs qui sont génétiquement identiques, ils vont refusionner pour ne créer qu'un seul et même blob. De plus, si vous le découpez en plusieurs morceaux, vous allez vous retrouver finalement avec plusieurs petits blobs qui sont tous viables. Ce phénomène est dû principalement à une caractéristique. En effet, le blob est capable de cicatriser en moins de 2 minutes, ce qui lui permet de survivre à n'importe quel type de découpe. Mais même si cette division de blob est impressionnante, ce n'est pas comme ça qu'il va se reproduire. En effet, Martino, jusqu'à maintenant, nous n'avons vu le blob que sous une seule forme. Le plasmode. Le plasmode est une grande cellule molle qui utilise la division de ses multiples noyaux pour grandir. À ce stade, le blob se développe uniquement en grandissant et en se nourrissant. Mais en réalité, le blob ne passe pas toute sa vie sous forme de plasmode. Il parcourt plusieurs stades. Si les conditions extérieures sont trop difficiles, le blob peut par exemple rentrer en dormance. C'est le sclérote comme nous avons vu au début. Et si les conditions extérieures le permettent, le blob entre alors en phase de sporulation.
De petites excroissances se forment sur tout le corps, sous forme de petites boules, ce sont les sporanges. Dans chacune de ces boules, il y a 4 cellules qui sortent des sporanges pour former les spores. Quand ces spores sont matures, elles se transforment alors chacune en une amibe, une petite cellule très simple. Ces amibes ont un sexe. Chez les humains, il n'y a que 2 types sexuels, hommes et femmes. Mais chez les amibes du blob, il n'y a pas moins de 720 types sexuels différents. C'est un grand avantage pour le blob, car pour pouvoir se reproduire, il faut que 2 amibes s'accouplent. Et pour que ces 2 amibes s'accouplent, il faut qu'elles aient un sexe différent. Il n'y a donc pas moins de 719 chances sur 720 pour que l'accouplement puisse avoir lieu. Et de cette union naît un jeune plasmode qui va multiplier ses noyaux pour former un plus grand plasmode, comme nous avons vu au début. Gilles, regarde, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis mon blob dans un labyrinthe et aux 2 extrémités, j'ai mis des sources de nourriture. Alors au début, il a un peu cherché de partout, mais après quelques heures, le blob a formé le chemin le plus rapide pour sortir du labyrinthe. Ah, c'est incroyable! Je me demandais quand même comment il fait pour pas se perdre. Alors j'ai contacté un spécialiste, le docteur Garnier, qui va sûrement pouvoir nous aider. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, je suis dans le jardin botanique de l'université de Fribourg et j'ai la chance de rencontrer le docteur Simon Garnier. On a déjà donc abordé certains des exploits que le blob peut réaliser, dont le labyrinthe. Une des questions qu'on peut se poser assez facilement, c'est comment il fait pour résoudre un labyrinthe? C'est une très bonne question. On ne sait pas bien en fait comment elle... Enfin, on ne sait pas bien. On a quelques idées en tête évidemment sur le sujet et puis on a quand même des travaux qui vont dans cette direction-là. En fait, pour essayer de comprendre comment ça marche, il faut bien comprendre que cette cellule, c'est un système hydraulique en fait. Donc c'est comme un espèce de ballon plat avec un liquide à l'intérieur qui est du cytoplasme, enfin, c'est le liquide à l'intérieur de toutes les cellules. Et cette cellule est capable en fait de contracter sa membrane de manière rythmique, et ce qui pousse en fait, qui crée des gradients de pression à l'intérieur de ce ballon en fait, si vous voulez. Et ça fait se déplacer ce cytoplasme d'avant en arrière à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de cette cellule qui couvre le labyrinthe complet. Et en fait, ce qu'on a récemment compris, en tout cas mon laboratoire, je ne sais pas si les autres ont compris ça avant nous, mais nous avons récemment compris dans notre laboratoire que cette compression que la membrane applique sur le liquide à l'intérieur, elle ne se fait pas de la même façon partout dans la cellule. En particulier, quand une partie de la cellule est en contact avec, par exemple, la nourriture, donc quelque chose qui est attractif, la membrane à cet endroit-là va en fait arrêter ou ralentir sa contraction et en fait va devenir plus souple. Ce qui fait qu'en fait, comme tout le reste de la cellule continue de pomper, si vous voulez, eh bien, il y a un gradient de pression plus fort dans la direction où se trouve cette partie de la membrane qui a décidé d'arrêter de faire son travail, si vous voulez. Et en fait, avec ce mécanisme, ça lui permet de très rapidement, simplement par des jeux de pression hydraulique, de rediriger de la masse cellulaire vers l'endroit où en fait il y a de la nourriture. Donc, une fois qu'on a bien compris le mécanisme par lequel la cellule peut déplacer en fait son cytoplasme en direction d'une source de nourriture, on peut expliquer plus facilement en fait l'expérience du labyrinthe. Donc, dans cette expérience, il faut savoir que d'abord il y a 2 sources de nourriture. On a une à l'entrée, une à la sortie du labyrinthe. Et la cellule, elle commence répartie sur l'ensemble du labyrinthe. Et en fait, à cause de ce mécanisme de gradient différentiel, donc qu'on vient de voir, il y a un gradient qui va à la fois vers l'entrée et un autre qui va vers la sortie en même temps. Et les parties de la cellule qui sont très loin de l'entrée et de la sortie, en fait, ont un gradient négatif. Et donc la biomasse, la masse biologique, commence à disparaître de ces parties-là. Et au final, tout ce qui reste, en fait, c'est la partie de la cellule qui est exactement sur le chemin le plus court entre l'entrée et la sortie, parce que toutes les autres parties ayant un gradient négatif à cet endroit-là, eh bien, leur masse biologique a disparu, ou a été réabsorbé plutôt dans le reste de la cellule. Le blob est-il donc capable de se repérer au sein de son environnement? Alors c'est intéressant, le problème de l'exploration, c'est quelque chose qui requiert d'avoir une forme de mémoire. Parce que si on passe son temps à revenir sur nos pas, en fait on passe son temps à réexplorer des endroits où il n'y avait rien d'intéressant et on perd de l'énergie. Et donc beaucoup d'animaux, beaucoup d'organismes ont des mécanismes de mémoire spatiale qui leur permettent en fait d'éviter de se retrouver aux mêmes endroits toujours à chaque fois. Et il n'y a pas
de mémoire interne comme ça chez le blob. Et en fait, le blob utilise une autre stratégie. Il laisse sur son passage en fait une espèce de trace. C'est des sucres en fait, des polysaccharides, des protéines, etc. Une espèce de résidu derrière son passage. Et en fait, ce résidu, il est capable de le redétecter. Et donc, s'il retourne sur ses pas par accident, qu'il détecte ce résidu, il va être là, j'ai déjà été ici, c'est quelque chose qui va le repousser et il va éviter comme ça de réexplorer plusieurs fois le même endroit. Donc c'est ce qu'on appelle une forme de mémoire externe. Il y a un terme très joli également qui s'appelle la stigmergie. Mais ce n'est pas tout. Le blob n'est pas seulement capable de résoudre des labyrinthes ou d'autres problèmes. J'étais à Toulouse il y a quelques jours et j'ai rencontré une scientifique du CNRS qui travaille justement sur le blob. Elle l'a beaucoup étudié et elle m'a dit qu'elle avait réussi à démontrer qu'il était capable d'apprendre. Oui, alors l'habituation, c'est une forme simple d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle un apprentissage non associatif. C'est vraiment le plus simple des apprentissages. Et la définition, c'est la diminution d'une réponse au cours du temps face à une stimulation répétée. Cette stimulation, elle doit être non nocive pour l'organisme. C'est comme pour nous, par exemple, le bruit des klaxons des voitures en ville. Si vous restez longtemps en ville, vous apercevrez que vous ne les notez même plus. Vous avez appris à les ignorer. Et donc, le blob, on lui a appris dans l'expérience à ignorer une substance chimique qui était non nocive. Donc, on a testé plusieurs substances chimiques, du sel, de la quinine, de la caféine. Et donc, l'expérience visait à démontrer donc, un apprentissage chez le blob. Donc, le blob devait traverser un petit pont qui contenait cette substance chimique dans une concentration non létale et pour atteindre une source de nourriture. Et à chaque fois qu'il atteignait la source de nourriture, on le transférait face à un nouveau pont, on lui demandait de recommencer. Et on mesurait la vitesse de déplacement sur ce pont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'habituation. Donc on voit que le blob, en fait, va de plus en plus vite. Donc il y a bien un apprentissage, le blob apprend à ignorer, par exemple, la caféine. Mais ceci, si vous faites que cette expérience, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, j'ai démontré un apprentissage ». L'habituation, ça obéit à 9 critères qui ont été établis par les neurobiologistes. Et donc, nous, on a testé tous ces critères chez le blob pour être vraiment sûr que ce qu'on a regardé, ce n'était pas une adaptation au stress, tout simple, que c'était vraiment une habituation. Par exemple, ce que vous pouvez argumenter quand vous voyez la diminution d'une réponse d'un organisme, c'est que, par exemple, il est fatigué de répondre. Et donc, vous devez démontrer qu'il n'est pas fatigué de répondre. Et pour cela, par exemple, suite à une habituation, par exemple, à la caféine, vous lui présentez une nouvelle substance, la quinine, et là, vous voyez qu'il réagit fortement. C'est donc qu'il n'est pas fatigué de réagir, c'est qu'il a vraiment appris à ignorer la première substance. Et donc, vous avez plein de critères comme ça que vous devez prouver pour démontrer que c'est un apprentissage et pas un autre type de comportement. Comme tout organisme, comme nous, si on part à la campagne, si vous êtes habitué au klaxon, vous partez pour le week-end à la campagne, vous revenez le lundi, vous dites « Oh là là, c'est quoi ce bruit des klaxons ?» Vous êtes déshabitué, c'est ce qu'on appelle la récupération. Et le blob, c'est pareil. Si pendant 2 jours, il n'est plus stimulé avec la substance, il oublie. Il doit se réhabituer. Mais ce qu'on a montré, ça c'est un autre critère de l'habituation, c'est que normalement, la réhabituation, elle est plus rapide que la première habituation. Et donc, on a montré qu'un blob considéré comme habitué pouvait transformer l'information apprise à un blob considéré comme naïf, qui n'avait jamais rencontré la substance, par fusion. Alors, ce que nous, on ne peut pas faire, parce que nous, on ne fusionne pas avec nos congénères, mais le blob, il peut fusionner avec ses congénères s'ils sont génétiquement identiques. Et donc, oui, il peut transférer une information apprise. Nous, on l'a montré pour les substances chimiques. Ça marche très bien pour le sel, par exemple. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Un blob habitué peut transférer l'information jusqu'à 3 blobs en chaîne, en fait. Donc à 3 blobs naïfs, il n'y a pas de dilution de l'information. Les 3 autres blobs qui étaient naïfs au départ deviennent habitués au même niveau que le premier habitué. Donc il n'y a pas une dilution de l'information au cours du temps. Bon, comme tu vois, Gilles, le blob intéresse énormément les scientifiques et il nous réserve encore bien des surprises. D'ailleurs, il se pourrait qu'à l'avenir, il nous soit très utile, car les bénéfices que l'homme pourrait en tirer dans le domaine des biotechnologies sont nombreux. En fait, on le fait même déjà. De nombreux biologistes, scientifiques et informaticiens travaillent sur différents projets d'algorithmes Physarum qui sont basés et inspirés sur la manière avec laquelle le Physarum polycéphalum optimise son réseau. Bon nombre de ces projets ont déjà vu le jour et aideront sûrement dans le futur les urbanistes, les architectes ou encore les ingénieurs dans la conception de réseaux, de transport ou de communication plus efficients mais surtout plus résilients. La médecine aussi s'intéresse à cet organisme, car ses capacités de cicatrisation exceptionnelles auront sûrement des applications dans le domaine de la pharmacologie, mais aussi de la transmission d'informations.
Je vous rappelle que le blob est capable de transmettre son savoir à l'aide d'un long et un peu mystérieux contact. There's quite a few different labs looking at very different things with the slime mold. It's everything spanning from human slime mold interactions in terms of composing music together to using slime mold to actually design biological electrical circuits, even impregnating the slime mold with electrical conductive elements that can actually build physical electrical connections between elements. Even inspiring things like soft robots, the way that the slime mold moves around as this sort of liquid contained inside a goo and being able to actually move itself through the environment. That could inspire the next generation of soft robots. So there's lots going on in terms of biotechnology, also biophysics. And we've only just really discovered how complex this communication system is. So we really don't know much about what's going on in this sort of world of the undergrowth where there could be thousands of species of different brainless organisms all talking to each other and who knows what they're saying. So it's a really exciting field to be exploring at the moment. Ce grand unicellulaire ne cesse donc d'étonner les scientifiques et leur permettra à l'avenir de mieux comprendre la notion d'intelligence, le rôle de notre cerveau, ainsi que son fonctionnement. Ah, te voilà Martino. On va pouvoir commencer. Nous vous avons préparé une petite expérience que vous pouvez reproduire. Mais avant toute chose, vous devez évoluer dans le milieu le plus propre possible. Pour cela, vous allez désinfecter à l'aide d'alcool votre plan de travail ainsi que les différents ustensiles dont vous aurez besoin. Dans notre cas, ça va être une casserole, une cuillère, une spatule, plusieurs boîtes de pétri ainsi qu'un emporte-pièce. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous laver les mains pour éviter toute contamination dans vos boîtes de pétri lorsque vous manipulez le blob. On va maintenant passer à la préparation de notre gélose. Elle va permettre au blob de se déplacer et va être aussi le support de sa nourriture. Et d'ailleurs, nous vous conseillons de vous répartir les tâches, car chaque gélose doit contenir des proportions différentes de nutriments. Pour la gélose, qui constitue le milieu de développement du blob, comptez 0,5 g d'agar-agar et 40 ml d'eau par nombre de boîtes de pétri que vous avez. Mettez l'eau dans la casserole et amenez-la à ébullition. C'est prêt. Ajoutez l'agar-agar et mélangez durant quelques instants, puis enlevez-la du feu. Il ne vous reste plus qu'à remplir vos boîtes de pétri sur 3 mm avec la gélose et à les refermer. Dans 15-20 minutes, elles seront prêtes. Maintenant, il va falloir nourrir votre blob. Pour la gélose nutritive, vous allez faire varier les proportions de protéines et de glucides. Pour préparer ces flancs, vous allez procéder comme pour la gélose. Ce qui change est lors de l'ajout de l'agar-agar, vous allez aussi mettre la poudre d'œuf, la poudre de protéine whey, le saccharose ainsi que le calcium caséinate. Pour les quantités, référez-vous au protocole que nous avons créé. Remplissez sur 3 mm de hauteur le fond de récipient et laissez reposer comme pour la gélose 15 à 20 minutes. Je pense qu'on mérite tous une petite pause. Si votre gélose se tient, ça veut dire qu'on peut passer à la suite. Maintenant, nous allons véritablement mettre en place l'expérience. Faites 5 trous de la largeur de l'emporte-pièce dans votre gélose autour du centre. Prélevez à l'aide de l'emporte-pièce les différents échantillons de gélose que vous avez préparés et disposez-les dans votre boîte de pétri, dans les cavités que vous avez créées. Prélevez un peu de blob et disposez-le au centre de votre gélose. Recouvrez votre boîte avec son couvercle et n'oubliez pas d'annoter la position des différents flancs sur votre gélose. Maintenant, vous allez mettre vos boîtes de pétri à l'abri de la lumière et surtout, vous armer de beaucoup de patience. Au bout de 24 à 48 heures, vous pourrez observer vers quel ratio nutritif le blob se sera dirigé et essayer d'en déduire les besoins nutritifs du blob. Alors n'attendez plus, préparez-vous et à vos starting blobs!